Les questions sont un pouvoir, mais chaque forme de pouvoir a un prix. Utilise-les pour faire taire les autres et tu deviens un manipulateur. Utilise-les pour les éveiller et tu deviens un philosophe. Socrate, l'homme qui n'a jamais perdu un seul débat. Non pas parce qu'il avait toujours raison, mais parce qu'il n'entrait jamais dans un débat pour gagner. Pendant que les autres épuisaient leur esprit à défendre leurs opinions, lui se contentait de poser des questions. Chaque question était tranchante comme une lame, découpant les arguments jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous leur propre poids. Il ne criait jamais, il n'essayait jamais de paraître intelligent. Il utilisait le silence et la raison, des armes que peu de gens ont la patience ou la discipline de maîtriser. Aujourd'hui, je vais te donner 5 questions, connues sous le nom de méthode socratique. Si tu maîtrises cet art, tu ne gagneras pas seulement des débats. Tu contrôleras les conversations, les situations et les personnes. Mais souviens-toi, ce pouvoir n'est pas destiné à ceux qui cherchent l'attention. Il est destiné à ceux qui cherchent la maîtrise des autres et d'eux-mêmes. Pourquoi questionner batte toujours l'argumentation? Avant de découvrir les 5 questions, comprenons pourquoi poser des questions triomphe toujours du fait d'argumenter. Quand quelqu'un avance un argument, il s'expose, il construit une tour de mots. Mais toute tour peut s'effondrer. Il suffit d'en retirer une seule brique à la base. Celui qui questionne ne construit pas de tour. Il creuse jusqu'à la base de la croyance. Et quand le sol cède, toute la structure s'écroule. Une question est invisible, mais elle porte la force de la vérité. Tu ne peux pas perdre quand tu poses une question. Une affirmation peut être fausse. Une question sincère ne peut pas l'être. Les arguments rendent les gens défensifs. Les questions les obligent à réfléchir. Socrate le savait. Il comprenait que l'ego veut toujours avoir raison. Alors, au lieu de l'attaquer, il invitait les autres à tracer eux-mêmes la carte de leurs croyances. Et lorsqu'ils atteignaient la fin de cette carte, ils découvraient que le sol sous leurs pieds n'était que du sable. Ce n'a jamais été une question de victoire. C'était une libération de l'illusion. Question 1. Comment sais-tu que c'est vrai? Elle paraît simple, presque inoffensive. Mais cette question est la graine de l'effondrement. Tout le monde a des croyances, mais presque personne ne sait vraiment pourquoi il croit. La plupart des croyances sont héritées, copiées ou absorbées inconsciemment par la foule. Je l'ai entendu quelque part. Tout le monde le sait. C'est évident. Ces réponses prouvent une chose. Ils n'ont jamais examiné la racine de leurs convictions. Parce que 99% des gens ne vivent pas en pensant, ils vivent en répétant. Ils croient non pas ce qui est vrai, mais ce qu'ils ont entendu le plus souvent. Ils croient que les réseaux sociaux détruisent le monde, que le succès exige un diplôme universitaire, que le bonheur c'est avoir plus d'argent. Mais quand tu demandes « Comment sais-tu que c'est vrai ?», ils n'ont aucune réponse. Et quand quelqu'un ne peut pas défendre l'origine de sa croyance, il commence à perdre confiance en elle. Il réalise que ce qu'il appelait vérité n'était qu'une émotion déguisée en logique. Socrate savait qu'une croyance non examinée est dangereuse, parce que ce qui n'est pas questionné te contrôle. Un après-midi à Athènes, un jeune homme confiant lui dit « Ta philosophie est inutile. La réalité est la seule vérité. » Socrate sourit et posa une seule question. « Comment sais-tu que c'est vrai ?» Parce que tout le monde le dit. Socrate se pencha. Tout le monde, ou toi? Personne ne se souvient de ce que le jeune homme répondit ensuite. On se souvient seulement qu'il partit en silence. Car pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment pensé. Application réelle. Quand quelqu'un dit « c'est impossible », ne discute pas. Demande « sur l'expérience de qui ?» Quand on te dit « tu vas échouer », demande « qu'est-ce qui te rend si certain ?» Puis, tais-toi. Le silence coupe plus profondément que les mots, parce qu'il oblige les gens à entendre leurs propres pensées. Version avancée. Qu'est-ce qui devrait être vrai pour que cela soit faux? Cette question retourne la logique et révèle l'angle mort de l'esprit. Question 2. Qu'est-ce que tu supposes? Chaque argument est un iceberg. Ce que tu vois n'est que la pointe. Ce qui le maintient à flot, ce sont les hypothèses invisibles. Exemple. Les gens devraient aller à l'université parce que ça mène à de bons emplois. Ça semble logique. Mais en dessous, tu supposes que tout le monde veut le même type de vie. La valeur humaine se mesure à l'argent. L'université mène toujours au succès. En retirant ses couches, l'argument commence à trembler. Cette question ne détruit pas par l'attaque. Elle détruit par la prise de conscience. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Parce que la plupart vivent dans des hypothèses non testées. Un jeune soldat demanda un jour à Marc Aurèle « Comment éviter d'être offensé ?» Il répondit « En comprenant que les mots ne blessent que si tu supposes qu'ils le peuvent. » Application. Je ne suis pas assez bien. Comparé à qui?
Tout le monde devrait aller à l'université? Supposes-tu que tout le monde veut la même vie? Question 3. Quelle preuve te ferait changer d'avis? Voici la ligne de séparation entre le penseur et le croyant aveugle. Un esprit rationnel dit « S'il y a de meilleures preuves, je suis prêt à changer ». Un esprit fermé dit « Rien ne pourrait me faire changer d'avis ». À ce moment-là, la discussion est terminée. La raison n'habite plus ici. Quand quelqu'un dit « Les cryptos sont une arnaque », demande « Quelle preuve te ferait changer d'avis ?» S'il répond « Aucune », il vient de se trahir. Épictète enseignait « Nul ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette question est un test d'humilité. Question 4. Que dirait quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi? Cette question oblige à sortir de soi. Et pour beaucoup, c'est impossible. Les faibles veulent gagner, les intelligents veulent à comprendre, les sages veulent à comprendre même leurs opposants. Marc Aurèle disait « Comprendre l'argument d'un autre mieux que lui-même. Voilà la sagesse. Si quelqu'un ne peut pas exposer fidèlement l'opinion opposée, il ne comprend pas le sujet. » Dans une académie militaire, un officier déclara « L'armée est juste, ceux qui enfreignent les règles sont punis. » Un instructeur répondit « Et si la règle elle-même avait été écrite par un homme injuste ?» Silence total. Ne te précipite pas pour contre-attaquer. Demande plutôt « Si tu étais né dans un autre pays, penserais-tu la même chose ?» Dans un conflit personnel, demande « Si tu étais à ma place, comment te sentirais-tu ?» Une seule question peut faire fondre la glace d'une conversation entière, parce qu'elle touche quelque chose de plus profond que la logique. Elle touche l'empathie. Partie 5. Que se passerait-il si tout le monde pensait comme toi? Voici le coup final, la question qui fait descendre un argument des nuages pour le projeter brutalement dans la réalité. Quelqu'un dit « Les gens devraient être libres de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne font de mal à personne. » Ça semble noble, n'est-ce pas? Mais demande « Si tout le monde vivait vraiment ainsi, qui déciderait de ce que signifie faire du mal, et la douleur émotionnelle, et les dégâts à long terme ?» Soudain, cette belle idée commence à s'effondrer, parce qu'elle ne survit pas lorsqu'on la pousse jusqu'au bout de sa propre logique. Socrate appelait cela la réduction à l'absurde, pousser une croyance jusqu'à sa limite pour voir si elle tient encore debout. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est juste ne peut pas être juste seulement pour toi, il doit l'être pour tous. Une idée n'a de valeur que si elle peut être universelle. Si un principe s'effondre dès qu'on l'applique à tout le monde, ce n'est pas une vérité, c'est un masque pour l'égoïsme. Quand quelqu'un dit « Détends-toi, j'ai juste un peu menti », demande « Si tout le monde mentait un peu, la confiance existerait-elle encore ?» Quand ils disent « Je l'ai fait parce que tout le monde le fait », demande « Si tout le monde pensait ainsi, qui serait le premier à s'arrêter ?» Cette question est un miroir. Elle reflète les conséquences qu'ils refusent de regarder. Et dans ce reflet, l'illusion du confort moral se brise. Partie 6. Tactique avancée 1. Le silence stratégique. Après avoir posé la question, ne dis rien. Laisse le silence faire le travail. Le silence force l'autre à affronter ses propres pensées. La plupart ne le supportent pas et se précipitent pour combler le vide. Et ce faisant, ils révèlent ce qu'ils n'avaient pas l'intention de dire. 2. La boucle de clarification. Quand la réponse est vague, demande « Peux-tu expliquer un peu plus ?» Puis demande encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. 3e, le piège de l'exemple. Demande quelque chose de concret. Peux-tu me donner un exemple réel? Observe comment les grandes déclarations s'effondrent dès qu'elles doivent affronter la réalité. 4e, le test de cohérence. Tu as dit A tout à l'heure, et maintenant tu dis B. Comment ces deux choses vont-elles ensemble? Personne ne peut fuir la logique éternellement. Tôt ou tard, leur propre contradiction les rattrape. Partie 7. L'art de se défendre. Si quelqu'un commence à utiliser la méthode socratique contre toi, ne réagis pas. Comprends qu'il ne t'attaque pas. Il teste la vérité qui est en toi. Reste calme et dis « C'est une bonne question. Et toi, quelle est ta position ?» Fais-les sortir derrière leur mur de questions et ramène la conversation à l'équilibre. Et souviens-toi toujours, toute conversation ne nécessite pas la logique. Il y a des moments où la méthode socratique ne doit pas être utilisée. Quand quelqu'un est dans la douleur ou la colère, la raison ne guérit pas l'émotion. Face à un supérieur ou un professeur, la curiosité peut être perçue comme un défi. Quand une décision rapide est nécessaire, trop d'analyse tue l'action. Dans les relations proches, trop de questions ressemblent plus à un jugement qu'à de l'écoute. Un vrai philosophe stoïcien ne sait pas seulement quoi dire, il sait aussi quand se taire.
Partie 8. Application dans la vie moderne 1. Au travail. Au lieu d'ordonner, fais-le comme ça. Demande. Quel risque vois-tu si on faisait l'inverse? Tu n'obtiendras pas seulement une réponse, tu gagneras la confiance et l'alignement, parce que les gens s'engagent davantage dans les idées qu'ils ont contribué à créer. 2. En vente. Ne pousse pas, ne force pas, guide par la curiosité, demande. Si rien ne change, à quoi? Ressemblera ta situation dans 6 mois? La bonne question ne convainc pas, elle réveille la clarté, et la clarté vend mieux que la persuasion. 3. Dans l'éducation et la parentalité. Au lieu de crier, demande. Que penses-tu qu'il se passera si tu refais ça? Ce moment de réflexion est là où la maturité commence. Ce n'est pas du contrôle, c'est un éveil. 4. En amour. Quand les disputes montent, ne pose pas des questions pour gagner, pose-les pour te connecter. De quoi as-tu le plus besoin pour te sentir écouté en ce moment? Parce que parfois, ce n'est pas la logique qui sauve une relation, mais l'empathie déguisée en question. Conclusion, l'éthique et la responsabilité de ce pouvoir Socrate a été condamné à mort. Non pas parce qu'il disait des mensonges, mais parce qu'il posait trop de questions vraies. Et voilà la leçon. Les questions sont un pouvoir, mais chaque pouvoir a un prix. Utilise-les pour faire taire les autres, et tu deviens un manipulateur. Utilise-les pour éveiller les autres, et tu deviens un philosophe. Ne demande pas pour gagner, demande pour éveiller. Protège ces 3 vertus. L'humilité intellectuelle. Tu n'as pas toutes les réponses. La curiosité sincère, cherche à comprendre, pas à dominer. La pensée collaborative, recherche le dialogue, pas la domination. Et méfie-toi de ces 4 vices.